Finalement, quelle est votre conclusion globale sur... La conclusion globale simple. Attendez, s'il vous plaît. La conclusion globale simple, c'est ce que dit Vernon Smith, c'est que nous sommes dans une crise de la dette, et tout ce qui ne concourt pas à supprimer la dette ne parviendra pas. Et notamment les politiques d'austérité qui prolongent l'effet de la dette indéfiniment, parce que si on nous dit qu'on a l'espoir en France dans quelques années arriver à 3% ou 2%, je ne sais pas dans combien d'années, chacun de ces pourcentages, si on multiplie par 2, ça nous donne encore de la dette créée par rapport aux recettes publiques. Et alors ça nous annonce quoi? Une prochaine crise encore plus forte, je crois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce verdict? Un verdict, ça, achetez votre billet. Ça se traduit comment, cette crise? Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur le bouton. Si on reprend la théorie de Rueff, tant que les gens font confiance à la monnaie, ils la gardent. Dès que la confiance disparaîtra, la monnaie va s'effondrer. En Allemagne, dans les années 30, c'est décrit dans un livre qui s'appelle The Day Where Money Died, le jour où la monnaie est morte. Bien, en Allemagne, la sortie, ça a été Charte, qui a effacé toutes les dettes, donc tous les créanciers ont été ruinés. Alors après, il y a eu la politique nazie, mais ce n'était pas indispensable. Donc je ne vois pas de solution optimiste. J'espère me tromper dans tout ça. Si vraiment, en tout cas si vraiment, l'origine de la crise est l'écrasement par les dettes, le fait que les bilans des banques, comme au Japon, n'ont pas été nettoyés, nous en sommes au énième test, eh bien, la crise perdure, contrairement à ce qu'on nous dit. Maintenant, si vous êtes de bons financiers, vous savez acheter encore des actions en étant très agile et préparé à sortir au moindre signe. Oui. Il y a Oui, Yvan. Est-ce qu'il y a des pays qui échappent à cet écrasement de la dette par rapport au... Est-ce que tout le monde est à la même enseigne? Je ne sais pas, je crois qu'en Europe, nous sommes même à la même enseigne, sauf l'Allemagne, qui est dans cette situation. Mais je crois qu'en Allemagne, il y a un début d'inflation aussi. L'Angleterre est dans la même situation. Je ne vois pas de pays. Je crois que c'est un phénomène mondial. Le Canada a échappé à la dette. Le Canada, depuis 10 ans, Alors, a très bien échappé à la dette. le Canada peut-être échappé. Alors, le Canada vérifie une autre observation, c'est que tous les pays qu'on nous cite comme ayant échappé à la dette par un ensemble de mesures ont une dévaluation de leur monnaie d'au moins 30%, y compris le Canada. Et les puissances pétrolières? Ah, les puissances pétrolières, non, elles sont bénéficiaires. Vous avez raison, les puissances pétrolières sont bénéficiaires, ce qui veut dire que, pour l'essentiel, la politique monétaire a un autre avantage, elle finance le terrorisme. Vous avez cité Mundell comme étant quelqu'un de proche de Rueff, et Mundell, en fait, c'est lui qui conseille les Chinois depuis très longtemps. Alors, Très intéressant. Vous avez tous des micros là. ça fonctionne? Oui. Vous avez cité Mundell comme étant un disciple de Rueff. Et en fait, Mundell conseille la Banque de Chine et les Chinois depuis de nombreuses années. Quel est votre sentiment là-dessus? Je ne le savais pas, et je ne sais pas quel conseil il leur donne. La Chine, vous comprenez, nous sommes tous en admiration, enfin, la plupart des gens sont en admiration devant la Chine.
la Chine aurait réussi ce prodige d'être un pays communiste usant l'économie de marché capitaliste sans conséquence pour elle. Je pense qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'une crise violente en Chine est très probable. Alors quand, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y a le développement des crédits en Chine est prodigieux. Je crois que la masse de crédits accordés à la Chine correspond à la totalité des crédits accordés aux États-Unis. Enfin, il y a des chiffres terribles. Peut-être que vous, madame, vous savez mieux que moi. Je ne suis pas un expert de la Chine. Mais je crois que l'inflation produit des ravages en Chine. Alors, le professeur Willett m'a dit que je ignorais un phénomène, c'est que la Chine stérilisait l'excédent de création monétaire. Mais en fait, si la Chine s'est permis cette politique de crédit, c'est précisément parce qu'elle avait d'immenses réserves. Et donc elle n'était pas menacée du jour au lendemain grâce à ces réserves. Donc ce système, la loi d'Orwell joue à plein pour moi, pour la Chine aussi. Alors ce qu'a dit Mundell, je ne sais pas. Oui, mais je voudrais dire simplement un mot à propos du rôle de la Chine qui est tout à fait intéressant parce que actuellement on parle beaucoup de la politique de quantitative easing, la politique américaine, le QE, etc. En fait, il y a 2 QE. En fait, il y a un poste de consultant immédiat si tu prends. En fait, il y a 2 QE. Il y a le QE de la Fed américaine, et puis il y a le QE des Chinois qui revient exactement au même. Le QE, qu'est-ce qu'il aboutit? Il crée de la monnaie de base, fondamentalement. Et il crée de la monnaie de base, et il aboutit également à créer exactement le même montant en termes de monnaie de banque, de monnaie privée. Il y a un effet purement comptable. Mais cette création monétaire de monnaie de base n'est pas inflationniste pour l'instant, parce qu'elle est complètement en contrepartie, elle est contrebalancée par l'effet. Là-dessus, il faut toujours jamais oublier le contexte institutionnel. Elle est contrebalancée par 2 choses. D'une part, les réglementations, et notamment toutes les réglementations bancaires, qui aboutissent à alourdir considérablement le coût des opérations bancaires, qui expliquent pourquoi les banques ne prêtent plus. Parce que pour elles, accorder un crédit, ça devient extrêmement coûteux compte tenu de l'alourdissement des ratios, des ratios de capital, etc. Et donc, elles préfèrent acheter des valeurs sur la banque centrale, des bonds, etc. Puis la deuxième raison, alors attendez, la deuxième raison va échapper, mais vous avez un effet qu'en réalité, si simultanément, vous augmentez la masse monétaire de base, mais la monnaie au sens large, le volume de monnaie globale totale, en réalité diminue du fait que les banques ne prêtent plus, du fait qu'elles se désendettent, du fait que les effets de levier sont tout à fait négatifs. Alors alors là, la deuxième raison, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie complètement, et qui passe totalement inaperçue, c'est que le système, l'organisation, la politique monétaire américaine a totalement changé depuis 2008. Si vous voyez, implicitement dans l'idée de la crise qui est à venir, on a l'idée que c'est une crise inflationniste. Le QE est fondamentalement inflationniste et donc va provoquer une explosion de l'inflation et ça va. Alors je crois qu'on est d'accord sur le point d'aboutissement, mais pas sur le raisonnement. Depuis 2008, comme la banque, ils ont fait comme la Banque d'Angleterre, ils ont changé le modèle de régulation monétaire. On n'a plus, nous vivons tous à l'heure actuelle sur l'idée qu'il y a un multiplicateur, c'est-à-dire qu'à la base, il y a la monnaie banque centrale, et qu'automatiquement, à la monnaie banque centrale, quasiment automatiquement, il y a un accroissement de la masse monétaire globale qui est un multiple de l'augmentation de la masse monnaie, de la monnaie de base. Et bien maintenant, il y a un mécanisme de cliquet qui est effectué par
par ce qu'on appelle le taux d'intérêt, l'intérêt sur les réserves excédentaires, qui coupe complètement le mécanisme du multiplicateur. Il n'y a plus de relation entre le mécanisme des réserves qui est géré par la Banque centrale et la croissance de la masse monétaire globale. Alors, ce qui fait que la véritable menace, ce n'est pas l'effet inflationniste du QE, qui en réalité, je pense profondément, a plutôt des effets déflationnistes que des effets inflationnistes, mais une convergence de circonstances. Le QE aggrave paradoxalement les difficultés budgétaires de l'Amérique. Pourquoi? Parce que précisément vous avez ce mécanisme des intérêts sur le paiement des intérêts sur les réserves obligatoires. Or, les excès de réserves aujourd'hui sont absolument gigantesques. Ça fait plus de 2 trillions de dollars, alors ça fait 2000 milliards de dollars de réserves excédentaires qui sont simplement un mécanisme comptable, ça ne sert à rien. On s'imagine que c'est de l'argent qui est là et qui risque de se déverser demain sur les marchés. C'est faux. C'est de l'argent qui est prisonnier à la Banque centrale et qui ne peut pas en sortir. Car vous ne pouvez utiliser les réserves bancaires que pour payer l'autre banque. C'est-à-dire c'est un truc qui reste dans le circuit, dans le système bancaire et qui ne peut pas en sortir. Mais ce que vous pouvez avoir, c'est que la politique du QE contribue paradoxalement à aggraver les difficultés budgétaires du Trésor américain. Alors si vous couplez les projections qui sont faites à quelques années, ça va 2017-2018, et vous allez voir pourquoi je cite ça, les projections des comptes de résultats, de la comptabilité de la Fed, avec ce qu'elle doit payer, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle doit payer, et l'alourdissement précisément que représente pour elle d'abord l'accumulation des bons du Trésor ou des fonds publics qu'elle doit les payer, et l'intérêt sur les réserves. Vous aboutissez à une situation où les projections actuelles sont faites qui montrent qu'en 2016-2017, la Banque centrale américaine devient déficitaire. Autrement dit, elle est en faillite. Et ça remonte déjà à 2 ans, mais les travaux ont été faits avec des chiffres plus récents et ça confirme. Et ce qui signifie que la Banque centrale cessera de payer chaque année les intérêts, les bénéfices qu'elle fait chaque année sont ristournés au Trésor américain. Et compte tenu de l'ampleur de son bilan à l'actuel, les ristournes qu'elle fait au Trésor américain sont pas négligeables. Hein. Ça représente... Comment ? C'est 80 milliards. Hein, c'est 80 milliards. Ça doit monter pratiquement à 100 milliards. Ce n'est pas négligeable. Donc on peut imaginer qu'un des résultats du QE à l'heure actuelle, en supposant qu'on en sorte progressivement, mais surtout qu'ils ne vendent pas. Parce que s'ils vendent, s'il faut une politique où ils veulent absolument réduire les réserves excédentaires extrêmement rapidement, eh bien, vous allez provoquer une chute des cours. Donc, les pertes en capital qui seront accumulées à la banque risquent d'être énormes. Donc, même en supposant qu'ils ne le fassent pas, vous arrivez à une situation budgétaire américaine extrêmement difficile en 2017-2018. Et alors c'est là où on va retrouver la crise. On va retrouver la crise par le biais du marché extérieur, par le biais des problèmes extérieurs du dollar. Parce qu'à ce moment-là, ce sont précisément les Chinois, ceux qui déposent leur argent aux États-Unis, qui risquent de s'inquiéter. Et s'il y a une crise qui vient, une crise d'hyperinflation, c'est-à-dire une perte de la monnaie en quelque sorte, ça viendra par les marchés d'échange, pas une crise de confiance brutale sur la valeur de la dette américaine. Et c'est justement là on retrouve le problème de la Chine. Parce que ce que vous dites madame, sur la Chine est vrai, ça signifie que précisément ils peuvent être un des déclencheurs de cette crise de confiance dans le dollar et de cet effondrement du dollar. Et ça vous donne donc une fourchette 2016, 17, 18, 19 d'une situation extrêmement difficile où
tout peut se passer. Bon, c'est une interprétation, enfin bon, je vous la livre pour expliquer. Je pense effectivement qu'on se dirige vers une nouvelle crise, et un des mécanismes par lesquels ça pourra se passer, c'est celui-là. Indépendamment d'une crise d'hyperinflation qui viendra uniquement par les mécanismes bancaires, du crédit, etc., que j'exclus totalement. Excusez-moi un peu de cette longue digression. Oui. Y a-t-il... Oui, madame. Non, c'est monsieur, je ne sais pas qui. Oui. Allez-y. Une petite question brève et rapide. Est-ce que les Français peuvent compter sur leur QI pour s'en sortir? Leur QI, vous voulez parler du quotient intellectuel, non? C'est le QI. Oui, c'est le QE, alors là, mais... Ah, oui, ça marche. J'avais deux remarques à faire concernant la crise, les débuts de la crise. Vous situez, enfin, j'étais praticien de la banque, j'ai connu tous les développements. On pourrait faire on pourrait mettre les débuts de la crise à partir comme un DRH à partir des salaires des salles de marché. Enfin, je veux dire par là que la crise, elle vient des décrets d'Amaury des années 93. C'est à ce moment-là que l'on a fait une chose très, très bien, on a libéralisé les marchés, mais on n'a mis aucun contrôle. Voilà. Donc à partir de là, vous avez construit des voitures sans frein, d'accord, uniquement avec des accélérateurs. Donc la voiture, elle peut marcher un certain temps, mais à un moment donné, ça va plus. Donc la crise de 2008, c'est l'enfant de cette absence de contrôle dans les banques 15 ans en arrière. Voilà, c'est mon point de vue. La deuxième chose sur la dette. Alors vous êtes assez alarmiste. Je pense que le problème de la dette, c'est celui des politiques. Car par exemple, moi je suis un libéral convaincu, on peut privatiser la sécurité sociale. On peut privatiser, on peut vendre toutes les participations de l'État. On peut aller très 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 loin dans ces domaines, et je pense que là on peut trouver 1500 milliards en France très facilement, d'accord? Donc l'arrêt, c'est celui des politiques. Mais en économie, la dette française, d'ailleurs, alors c'est tellement vrai que les agences de notation, lorsqu'elles prennent, elles prennent des actifs français. Alors elles prennent la Tour Eiffel, elles prennent des choses, le tourisme, les machins, des choses, non, mais des choses réelles, si vous voulez. Mais ces éléments d'actifs, les bons keynésiens français les gardent sous le matelas. Le problème, c'est qu'il faut les vendre. D'accord? Voilà. Merci. Je vous remercie de cette question. Elle me fait toucher du doigt pourquoi je me range dans le clan des amateurs de politique monétaire, parce que je n'ai jamais été banquier, c'est le regret de ma vie. Alors, sur le deuxième point, sur le montant de la dette, je crois que vous avez raison. Il y a sûrement encore des choses à privatiser en France. Mais je ne pense pas que ça suffira. Oui, moi je voudrais réagir sur la première partie de votre question, monsieur. Moi, mon interprétation est exactement inverse. C'est que cette libération bancaire et financière était tout à fait essentielle. Il s'agissait de sortir de ce qui nous restait de planisme bancaire et monétaire, et de redonner la voie au marché, et qu'à la même époque, loin de déréguler, enfin, loin de laisser la pluie sous le cou, on a recréé toutes les règles, les ratios de la BRI, l'encadrement et tout ça, et que c'est cette nouvelle réglementation bancaire qui, dans une large mesure, a été responsable, notamment du développement du shadow banking. Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce que moi, j'ai contrôlé en audit des banques les plus prestigieuses. Et ben, les directeurs, la direction, le directoire, le conseil d'administration ne connaissait rien, ne comprenait rien à ce qui se passait dans les salles de marché, vous comprenez? Voilà. D'accord, non, mais ça. Si jamais il y avait un contrôle, ils auraient compris, vous comprenez? Voilà. Ouais, il n'y avait pas de contrôle. Il faut dire qu'il y avait un contrôle. Il y avait un contrôle qui était tellement élevé. Moi, je parle d'un contrôle basique derrière chaque opérateur. Voilà. Ça signifie qu'il y avait de mauvaises banques.
Non, attendez, je vous parle, c'est des banques du top 10. Bah, ça peut faire partie du top 10, être mal géré. Non, mais attendez, du top 10 mondial. Même mondial, si vous prenez la Citibank, je pense pas que la Citibank était un exemple de... Non, c'était pas un exemple. Non, la Citibank n'était pas une banque très, très lancée sur le marché. Merci. C'est une banque de dépôt comme la BNP à l'époque. Merci. Mais il y a des banques bien gérées. Cette histoire du contrôle, ça c'est tout un autre sujet qu'il faudrait relancer. Mais dans l'histoire de ce qui s'est passé pendant les années de la crise, etc., il est très intéressant. Toutes les banques ou les établissements financiers qui soit ont fait faillite, soit ont été sauvés, etc., et de voir comment ça s'est passé. Il y avait aux États-Unis des règles, il y avait un organisme public qui était supposé surveiller les banques, et notamment qui intervient en donnant des ratings. Alors les banques, ils sont bien, sur rating 1, 2, 3, ben c'est très bien géré. Puis quand vous passez à 4, attention, c'est une banque dangereuse. Quand vous passez à 5, attention, c'est une banque qui est au bord de la faillite. Et quand on regarde l'histoire des grandes faillites, vous prenez Continental en 1980, enfin vous prenez toutes les grandes histoires bancaires qui ont émaillé les histoires récentes, vous apercevez que dans une large part, ce qui s'est passé a été fortement aggravé par les mécanismes de contrôle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un organisme de contrôle a toujours une responsabilité politique. Et donc, au lieu... il y avait des banques qui étaient très mal gérées, mais on retardait le plus possible le moment où on allait passer au mauvais indice. Parce que si on passait au mauvais indice, on envoyait ça, c'était un signal qui était envoyé au marché, et immédiatement, c'est la catastrophe qui tombait. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retardaient, et puis ils passaient, mais à la dernière limite, c'est la veille où l'entreprise allait être déclarée en faillite. Et donc le résultat, c'est qu'il y avait une faillite qui était bien plus importante. Les conséquences de la faillite sur le reste du système financier et bancaire étaient beaucoup plus importantes. Et ça s'est reproduit à chaque fois. Vous prenez Bear Stearns, vous prenez alors l'histoire de la Citibank, où il y a eu des magouilles absolument invraisemblables, tout simplement parce que le Trésor voulait marier Citibank avec, je ne sais plus à qui il voulait absolument la marier, donc ils ont retardé effectivement le moment de la révélation des trucs, et en réalité finalement ça a été racheté non, c'est l'histoire de Wachovia. Et ça a été racheté par une autre banque. Et on vous apercevez que c'est bien pour non seulement le dire, on va contrôler, on va avoir des contrôleurs qui vont voir tout en permanence comment fonctionne l'entreprise. Mais dans la réalité, vous avez un marché politique, des responsabilités auxquelles vous ne pouvez pas échapper, et le résultat, c'est que vous avez un résultat qui est pire pour le contribuable, qui finalement est pire que ce qui aurait pu se passer si on avait accepté la faillite dès le départ. Oui, s'il vous plaît. Sans vouloir vous réconcilier, en fait, je pense que c'est pas tellement l'histoire des banques, c'est la libération. Tout d'abord, la date, c'est décembre 84, la modification de la loi bancaire. Ensuite, il y avait au départ des banques de marché qui faisaient uniquement des activités de marché, qui n'avaient rien à voir avec les banques de dépôt et de crédit. Et il y a eu par exemple la banque d'arbitrage et de crédit, c'était une banque qui faisait joujou sur les marchés. À partir du moment où il y avait des pertes, tout le monde le savait. Mais ces opérations étaient cantonnées dans une banque d'activité de marché, qui n'avait aucun client pour faire du dépôt classique. Lorsque les banques faisaient uniquement ces opérations, il n'y avait aucun problème de contrôle, puisque tout le monde de A à Z connaissait exactement le métier. Donc ça, j'ai connu, moi j'ai travaillé un peu dans ce genre d'établissement, il n'y avait aucun problème. À partir du moment où les banques mélangent toutes les activités, à ce moment-là, on a connu des banques de fortune, où en effet, je pense à la banque OBC à Paris, où les patrons ont arrêté leur salle des marchés parce qu'elle faisait des profits, mais ils ne savaient pas d'où venaient les profits. Donc ils ont fait un raisonnement très simple, on a gagné X millions, on aurait pu les perdre, donc on arrête. Donc le problème ne vient pas du tout de là, je pense que le problème vient surtout du mélange des banques de dépôt et de crédit et de la banque d'investissement. Puisqu'au départ, la banque, c'est pas la finance. La finance, avant, c'était les agents de change et c'était la bourse de commerce. Votre anecdote, je voudrais faire un rejoinder sur la banque OBC, est absolument passionnante. Un de mes amis était au conseil d'administration
d'une grande banque française et internationale dont je tairai le nom. Il a eu, pendant une séance du conseil, il a eu un exposé sur l'activité dans les produits dérivés. Il a dit qu'il n'y comprenait rien. Il a eu le droit à une séance spéciale de 2 heures par des experts pour lui expliquer les produits dérivés. Ce monsieur est un excellent mathématicien, lauréat du concours général de mathématiques. Au bout de 2 heures, sa conclusion était « Je n'y comprends toujours rien ». La banque OBC était dirigée par Jean-François Proper, et en effet, il a complètement cessé les activités de marché parce qu'il n'y comprenait strictement rien. En revanche, je crois qu'il ne faudrait pas oublier que si des banques ont fait n'importe quoi sur les marchés, c'était implicitement à la demande du ministère des Finances, à l'époque au Louvre, parce qu'ils avaient besoin de refiler leurs dettes sans passer devant les députés avec des programmes d'émission de bons du Trésor et d'OAT toutes les semaines, tous les lundis, tous les jeudis. Personne n'était au courant, à part évidemment les traders des banques. Donc il est évident qu'on ne peut pas d'un côté dire aux traders de banque « Faites joujou avec ma dette, faites un beau marché qui va attirer le monde entier », puisque le Baltif était le 2e marché au monde, et à côté mettre du contrôle. Hein, si on met du contrôle, le jeu s'arrête, et le premier qui en pâtit, c'est l'État français. Donc je pense qu'il faut vraiment être libéral et interdire à l'État français de s'endetter par derrière. C'est ce qu'il a fait. Pardonnez-moi, si vous voulez bien me permettre de me dégager d'un débat où je ne suis pas sûr de tout comprendre, j'aurais aimé être un peu plus actuel et vous demander quelle est la raison pour laquelle M. Obama est tombé amoureux de M. Piketty. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, non, très sérieusement, les raisons, l'école, quelle école défend-il et comment pouvons-nous en tirer profit? Merci. Est-ce que je peux vous répondre? Parce que on m'a demandé de commettre un papier critique sur Piketty. Alors je ne l'ai pas lu parce que, enfin, j'ai commencé sur 900 pages, mais j'ai lu toutes les critiques. Si vous voulez, ils s'entichaient de Piketty comme un grand nombre d'économistes, parce que Piketty, il a fait comme Keynes avait fait à son époque. Il a apporté le bouquin qui justifie ce qu'ils ont envie de faire. Il a apporté la théorie, il a apporté la théorie, il a le bouquin. Alors, il est plus astucieux que Keynes, parce que c'est mieux écrit, quand même, c'est plus facile à lire. Puis tout ça étant, si vous voulez, mis dans une grande historique, une grande fresque historique, pour laquelle on a sorti des statistiques, visiblement il a cherché les statistiques qui convenaient. Hein. Ça vous donne une grande fresque. Il raconte une histoire qui est très bien racontée, et vraisemblablement, moi je le dis, ça sera vraisemblablement, ce sera le livre de formation à l'économie de base. Alors quand vous regardez ce qu'il y a derrière, c'est très simple. Il apporte ce que son public attendait, c'est-à-dire effectivement la justification, l'explication pour tout le monde ne parle plus que d'inégalité, et puis comment est-ce qu'on peut résoudre ça, et d'où ça vient, enfin, il justifie tout cet environnement actuel, tout ce langage intellectuel. Et derrière tout ça, il le fait, alors avec un langage d'économiste, et qu'est-ce que vous avez comme vous demandiez la théorie économique qui est derrière? C'est simple, c'est du keynésianisme pur, ou plus exactement, c'est la version du keynésianisme vulgarisé au lendemain de la guerre, et qui a donné lieu à toute l'école de Kuznets, de Solow. Derrière, quand il vous donne il vous parle des lois fondamentales du capitalisme. Sa seconde loi fondamentale du capitalisme, c'est tout simplement les équations de Robert Solow, sur la croissance. Alors c'est de la macroéconomie pure. C'est de la macroéconomie pure. Et simplement, tout ce qu'on vous apprend, normalement, en macroéconomie, ce qui est le b.a.-ba de tous ceux qui nous dirigent, parce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête, etc. Et donc, c'est vraiment... C'est le bouquin qui résume en quelque sorte la doxa économique contemporaine. Hein.
Donc, ça, il est inévitable que Robert Solow fait un panégyrique du bouquin, que tous les grands économistes, comme celui qui vient tout le temps à Paris, là, Stiglitz, ne jure que par lui. C'est ça. Et évidemment, c'est tout ce qui est responsable pour tout ce qui arrive aujourd'hui. Enfin, je veux dire. Mais vous me posez la question pourquoi l'engouement pour ce bouquin-là? Tout simplement, c'est l'engouement des professeurs d'économie. 95% des professeurs d'économie, ils retrouvent le b.a.-ba et raconté d'une manière agréable. Avec c'est englobé l'histoire. Alors c'est extraordinaire puisqu'il remonte jusqu'à il y a 2000 ans. Alors vous avez un magnifique graphique qui vous compare l'évolution du taux de croissance au cours des 2000 ans avec le taux de rendement du capital. Alors vous avez la courbe de la croissance jusqu'à 1900, c'est pratiquement zéro. Et puis vous avez la courbe du capital. Quand vous regardez le taux de rendement du capital au 19e siècle, ça a été calculé, etc., et ça met à 5%, c'est vrai. Mais ensuite, quand vous regardez, vous remontez dans le passé, vous apercevez que il a une courbe de taux de rendement du capital de 5% qui remonte jusqu'à l'Empire romain. Tout ça pour appuyer sa thèse qui est que les inégalités, c'est-à-dire l'aristocratie, si vous voulez, l'aristocratie a fondé le développement cumulatif des inégalités, a fondé sa puissance, son pouvoir sur un rendement élevé du capital. Seulement, ce qu'il oublie, c'est qu'à l'époque, le taux de rendement du capital, ça avait quoi sens? Parce que c'était des économies de prédation. C'est-à-dire que ceux qui devenaient riches, oui, ils s'enrichissaient, mais en allant s'enrichir sur le dos du voisin. Les guerres d'Italie, c'est pas pour rien. Les guerres d'Italie sous François Ier et tout ça, puis sous Napoléon, même sous Napoléon. Alors, ce bouquin est personnellement, je trouve ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Moi, ce bouquin me fait penser, j'ai cité le bouquin de Keynes, mais j'aurais pu citer également Attali. Rappelez-vous l'anti-économique de Jacques Attali en 1977. Le même engouement, parce qu'il critiquait la vulgare, l'analyse économique contemporaine, le capitalisme et tout ça. Alors tout ça, ça repose fondamentalement sur des formules macroéconomiques qui sont des tautologies, et qui n'ont strictement, qui n'expliquent rien et qui sont surtout ahistoriques. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire qu'il veut vous donner une explication, une illustration historique, mais les formules de Solow, c'est tout simplement des formules algébriques, si vous voulez, qui ex post, au fond, établissent des relations, mais qui sont on explique l'économie sans tenir compte de son contexte institutionnel. Alors, quand il vous explique que les inégalités recroissent aujourd'hui aussi vite qu'elles croissaient au XIXe siècle, ou que le taux du capital aujourd'hui retrouve le niveau très élevé au XIXe siècle, qui était responsable de cette société avec des élites extrêmement riches, etc. Mais heureusement, effectivement, entre 1914 et 1970, il y a eu un effondrement du taux de rendement du capital, et il dit, mais ça, ce sont les guerres, c'est la crise, etc. Aujourd'hui, la courbe du capital retrouve la courbe ancienne. Seulement, il oublie une chose, c'est qu'entre-temps, il y a aussi autre chose qui a changé, le contexte institutionnel, il y a le développement du welfare state. Alors quand il vous dit on va vers une économie, les inégalités sont liées au taux de croissance. Ça je veux bien, ça c'est la formule de Solow. Plus le taux de croissance est faible, plus le rendement du capital est élevé, et plus les inégalités vont croître. Mais il faut s'interroger sur la raison d'être du ralentissement du taux de croissance. Le contexte institutionnel, la croissance de l'État, et notamment de l'État-providence. Alors quand il vous fait de beaux discours il vous fait des belles courbes qui vont ramener sur 200 ans, c'est-à-dire qu'il utilise, il a fait des tas de recherches effectivement sur les statistiques, mais c'est très difficile, là c'est Kuznets qu'on retrouve, c'est très difficile sur 200 ans, parce qu'on a les statistiques, elles sont très partielles, il y a des statistiques sur quelques années, il y a des statistiques sur telle ou telle année, et donc si vous voulez tirer une courbe qui va sur 2 siècles, il faut pouvoir relier ces études entre elles. Alors la plupart du temps, elles sont quasiment impossibles à relier entre elles, donc il faut faire des ajustements. Alors il fait des ajustements, et donc il obtient les statistiques dont il a besoin. Et alors, si vous voulez expliquer effectivement
l'évolution du taux de rendement, etc., vous devez aussi utiliser le contexte institutionnel. Par exemple, le fait qu'il ne parle nulle part de la sécurité sociale. Je veux dire, quand il vous dit qu'aujourd'hui, les patrimoines des plus riches représentent une proportion croissante du revenu général, du revenu national, etc., mais la sécurité sociale dont nous bénéficions, c'est aussi une forme de capital. C'est un capital actualisé, c'est l'ensemble des flux de remboursement, de revenus dont on va bénéficier au cours de notre vie. Alors si vous intégrez ça dans le capital, je suis sûr que vous n'obtiendrez pas tout à fait les mêmes résultats, les mêmes chiffres. De même avec le capital humain, puisqu'il parle beaucoup d'éducation, en permanence, il n'arrête pas de parler de l'éducation, etc. Et donc, quand vous constatez, vous reprenez, il y a une belle thèse, c'est très beau, c'est chouette, je veux dire, c'est une belle histoire qui raconte. Et alors, quand vous prenez chaque morceau, là, vous tombez à chaque fois que vous tombez sur un morceau, vous tombez sur un os. Oui, si vous me permettez simplement, pour aller dans votre sens, j'ai pas lu Piketty pour l'instant, c'est tellement un gros. Vous voyez, mais ça ne fonctionne pas. Désolé, mais. La lumière marche, mais pas le son. Alors je monte un peu, mais ça, même en montant, oui. Prenez celui du voisin. Je vais essayer de parler simplement. Prenez celui du voisin. Juste une remarque, pour aller dans votre sens, j'ai pas lu Piketty, mais j'ai lu les analyses qui ont paru, assez larges. Le point fondamental, c'est qu'il raisonne avant redistribution. Vous avez fait allusion à la sécurité sociale, mais il y a d'autres formes, bien entendu, on le connaît tous, de redistribution. Donc quand on compare le rendement du capital et le rendement des salaires et le rendement de l'épargne, sans prendre en compte les phénomènes de redistribution, c'est évidemment biaisé. On peut à ce moment-là prouver tout ce qu'on veut en termes de rendement du capital par rapport au... Non, chaque fois qu'on prend un concept précis, je veux dire, là, ça tient pas la route. Hein. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait... Tiens, puisque... Oui. Gérard Dréan, Marie-France veut absolument que j'intervienne. Alors je vais intervenir. Je me reconnais. Je voudrais revenir à l'édition précédente, à l'histoire de la crise, et revenir sur un exposé que j'avais fait il y a quelque temps, peut-être pas en même personne ici, mais aussi à Turgot. Parce qu'il y a un auteur qui avait très bien étudié tout ça en 1976 dans un bouquin. Cet auteur s'appelle Friedrich Hayek. Et il avait écrit un bouquin dans lequel, en gros, sa thèse était la suivante. Il disait, dans toute l'économie, quels que soient les produits, les services, ce qui fait que l'offre correspond à la demande, et correspond non seulement quantitativement, mais qualitativement, c'est la concurrence. Je veux dire, les gens qui offrent des produits et des services qui correspondent aux besoins de la société prospèrent, continuent d'offrir des produits qui sont de mieux en mieux, et ceux qui n'y arrivent pas, ils cassent la gueule, ils font faillite et ils sont éliminés. C'est comme ça que ça doit marcher. Bon. D'où il concluait, il n'y a aucune raison, disait-il, que ce soit différent pour les banques et pour les monnaies. Donc, disait-il, la solution à tous ces problèmes que nous avons évoqués, c'est la libre concurrence entre monnaie et la libre création de monnaie. Et comme c'était en 1976, juste avant, un peu avant l'introduction de l'euro, lui disait ce qu'il faut faire, c'est pas introduire une monnaie unique qui s'appelle l'euro, c'est laisser les monnaies existantes se faire librement concurrence dans la grande zone. C'est-à-dire qu'au fond, il disait que chacun d'entre nous puisse choisir entre le franc suisse, la livre anglaise, la couronne danoise, ou je ne sais pas entre quoi, et puis on verra bien que le meilleur gagne. Hein. J'aimerais savoir... Alors, bon, d'une part, il y a deux questions là. D'une part, j'aimerais savoir ce que tu en penses, Jacques, peut-être. Et puis, d'autre part, maintenant, c'est trop tard pour faire ça, évidemment, parce que ces monnaies-là, elles ont été éliminées, on ne va pas les remettre en place. On va remettre en place le franc, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer, est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans cette thèse, quelque chose dont on pourrait s'inspirer
pour résoudre les problèmes monétaires actuels de l'Europe? J'ai été longtemps tenté par la thèse hayekienne de la concurrence des monnaies. Et puis, ma réflexion actuelle, c'est que c'est à nouveau faire des expériences et que l'expérience de l'histoire, c'est celle de taux de change fixes autour de l'or et autour du crédit qui a une contrepartie réelle et qui est compatible avec la notion de monnaie. Cette contrepartie réelle, c'est qu'elle est évanescente à court terme. Et donc, je considère que, avec l'immense respect que j'ai pour Hayek, il a comme moi un défaut, c'est d'être un amateur en matière monétaire face à des gens comme Rueff, qui a eu l'immense avantage d'être à la fois théoricien et de voir de près la réalité. La différence fondamentale, c'est que Rueff considère que les gens sont... Il s'est placé effectivement, Rueff, dans le cadre institutionnel où il existe des banques centrales. Donc, si on sort complètement de ce cadre, l'expérience historique, ça a été l'or. Est-ce qu'on peut prendre l'hypothèse où les monnaies comme ça se font concurrence? C'est une aventure peut-être, mais intéressante. Voilà tout ce que je peux dire. Si je peux me permettre de rajouter deux choses à la question. La première, c'est que dans les propositions de Hayek, il y avait précisément celle-là, c'est-à-dire dire que des gens pouvaient très bien émettre des monnaies gagées sur un substrat physique. Et pourquoi pas l'or? Et pourquoi pas le pétrole? Et pourquoi pas le ciment? Ou d'autres choses comme ça. Hein? Attendez, ça c'est ma deuxième remarque. Donc laissons les gens émettre des monnaies, les banques, parce que c'est pas vous et moi qui émettez des monnaies, et encore. Oui. Mais laissons les banques et n'importe qui les États, pourquoi pas émettre des monnaies. Il y en a qui émettront des monnaies gagées sur rien du tout, il y en a probablement qui émettront des monnaies gagées sur l'or, et on verra bien, non pas par la théorie, mais par la pratique et la décision démocratique des utilisateurs, qui gagnera. C'était ça la thèse de Hayek. Deuxième chose que je voudrais dire, et les gens m'ont enlevé le pas de la bouche, c'est que la concurrence entre monnaies, nous y sommes absolument condamnés. Enfin, je veux dire condamnés. Moi, je trouve que c'est très bien, personnellement. Donc, au contraire, je salue l'avènement de ce jour, mais ça va se produire de façon inéluctable avec, justement, les monnaies dites virtuelles et les systèmes de paiement tels que, alors, aussi Bitcoin, bon, il y a toute une histoire là-dessus. J'ai envoyé à Henri un nouvel article, il ne s'en lasse pas, l'article sur le Bitcoin, j'espère que vous n'en lasserez pas non plus, pour le blog Turbo. Et je crois que ça c'est inéluctable. Alors on va y être en plein dans les années qui viennent. C'est quelque chose qui ne peut plus s'arrêter et qui au contraire ne va faire que fleurir. Et on va bien voir. Et une fois de plus, Hayek dirait, très bien, on verra bien ce qu'il en sort. C'est aux gens, aux utilisateurs, de décider ce qu'ils veulent utiliser comme monnaie. C'est ni au gouvernement, ni aux experts, ni à l'IEC. Oui, je vous précise que grâce notamment à notre ami Gérard Dréan, nous avons au mois d'avril, non au mois de mai, ou avril, je ne sais plus, organisé un séminaire sur le thème du Bitcoin. Alors j'en profite pour vous conseiller d'aller de temps en temps sur le site du blog Turbo, turbo.org tout simplement, turbo.org. Vous pouvez retrouver un résumé que notre ami Lucas Léger a fait de la réunion, qui est très intéressant parce qu'il ouvre de nouvelles ouvertures, il va au-delà du Bitcoin uniquement comme monnaie. Il y a une problématique, la problématique du système Bitcoin, qui, comme le sait, comme le remarque Gérard, est tout à fait intéressante. Et la deuxième raison pour laquelle je vous conseille d'y aller, c'est que je viens de commettre une série de 3 papiers sur la crise, qui sont en réalité le début d'une étude beaucoup plus vaste, où j'approche l'analyse de la crise d'une manière un peu différente. On pourra en reparler. Avant ça, je passe la parole
Ah, Jacques, il veut dire quelque chose. Sur la concurrence entre les monnaies, c'est une thèse séduisante. Maintenant, je voudrais observer qu'aujourd'hui, il y a concurrence entre les monnaies. Et cette concurrence est manipulée pour faire substitution au tarif douanier. Pratiquement tout le monde reconnaît qu'un des phénomènes aggravants dans la crise des années 30, c'était le blocage du commerce international par l'institution de tarifs très forts. Donc, les pays actuellement qui le désirent créent la concurrence entre les monnaies pour avantager leur économie. Et ça ne marche pas. Alors, j'entends bien que ce que Gérard propose, c'est un cadre très très différent, mais suspicion. Oui, mais c'est. Alors, le deuxième, le rêve libertarien du Bitcoin n'est pas le mien. Pas du tout. Je crois que c'est un ersatz de l'étalon or et qui est merveilleux comme monnaie de transaction. Et qui peut peut-être beaucoup se développer parce que jusqu'à présent, il évite les enquêtes fiscales, etc. Mais une des caractéristiques de la monnaie que défend Bagus et que je reprends, c'est d'être un étalon de valeur dans le temps. Et le Bitcoin n'est pas un étalon de valeur dans le temps, et je ne vois pas pourquoi il deviendrait un étalon de valeur dans le temps. Parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a actuellement plein de gens qui, par leurs actes et pas par leurs paroles, prouvent qu'ils pensent exactement le contraire. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est un très beau rêve libertarien. Il y a des discussions. Si vous me permettez, pour revenir sur les monnaies concurrentes, il faut quand même se souvenir que le franc a été créé par Saint-Louis comme monnaie alternative. C'était le roi, tout le monde avait le droit d'utiliser soit sa monnaie, soit une autre monnaie. Il n'a jamais imposé sa monnaie. Il faut attendre Philippe le Bel qui va imposer sa monnaie pour être le premier faux monnayeur, d'une certaine façon. Attendez, excusez-moi, je voudrais vous demander un détail. Quel est celui qui a imposé que l'on règle ses impôts, qu'on règle ses taxes dans la monnaie en francs? Parce que le fait qui établit une monnaie, c'est le fait que la puissance souveraine impose le paiement des impôts dans un certain numéraire. Alors est-ce que c'est Philippe le Bel ou est-ce que c'est lequel des deux? De mémoire, c'est Philippe le Bel. Et Saint-Louis a imposé sa monnaie parce que les grandes foires, notamment dans l'est de Paris, les grandes foires étaient bloquées, la négociation commerciale durait un quart d'heure et la transaction financière durait 3 jours. Parce que les monnaies étaient reniées, personne n'était d'accord sur la pièce. Donc il a imposé le louis de façon extrêmement forte et du coup il a fait redémarrer le commerce. Mais je crois que c'est Philippe le Bel qui a imposé la monnaie de compte, c'est-à-dire la monnaie pour régler ses impôts. Et qui, tout de suite après, a renié cette monnaie. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça réalisant un bénéfice immédiat. L'événement fondateur. Et d'ailleurs, quasiment tous les rois de France, après, ont fait de la fausse monnaie. Alors, je vous signale. Je me signe. Ah, tiens, ça marche. Un bénéfice en nature. Apparemment, ça ne marche plus. Apparemment, ça y est. Je vous signale que, pour relier ce débat à l'histoire de l'euro et de l'exit, actuellement, il y a un plan, effectivement, un plan qui est vraiment concrètement établi, dont on fait les étapes, etc. La seule sortie possible de l'euro, c'est par l'intermédiaire de l'Allemagne. Pour minimiser l'impact d'une sortie de l'euro, c'est l'Allemagne et les pays nordiques qui doivent sortir les premiers. Et la proposition est en fait, effectivement, de réintroduire des monnaies nationales, mais avec un euro commun et d'avoir une concurrence, c'est-à-dire effectivement des taux de change flottants entre les monnaies nationales qui seraient rétablies et l'euro. En principe, il n'y en aurait que 2, etc. Mais ce plan est concrètement
qui existe concrètement, avec en plus de ça un substrat juridique. C'est-à-dire qu'il y a toute une argumentation juridique derrière qui est tout à fait intéressante parce qu'elle montre très clairement comment la BCE est sortie de ses pouvoirs, a vraiment volé ses pouvoirs. Enfin, je veux dire, il y a réellement un coup d'État de la banque de la BCE qui s'est déroulé au cours de ces dernières années. Et c'est pour ça que les Allemands sont très très furieux et sont très montés contre la BCE. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il sera adopté, hein, je veux dire, mais il faut savoir qu'il existe vraiment. Sur le coup d'État de la BCE, il y a une étude parue dans le Financial Times qui décrit les différentes étapes de cette prise de pouvoir imposant les changements de gouvernement pour obtenir des crédits aux différents pays. La première étape de cette prise de pouvoir, c'était la nomination d'un Grec en remplacement de l'Allemand qui gérait le département des études à la BCE. Oui. Non, écoutez, on va faire ça en vous remerciant et puis en vous donnant rendez-vous à la rentrée. J'espère que je pourrai vous faire un exposé alors, sur ma propre approche de la crise à la rentrée. Voilà, merci bien, merci à tous et bonne soirée.